notamment les wargames qui sont développés en collaboration avec le CICDE. Donc je vous invite à rejoindre le siège, s'il vous plaît, et bonne conférence. Bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes des étudiants de Sciences Po Lyon et dans le cadre d'un projet que nous avons avec le CICDE, on était commissionné pour réaliser des wargames traitant de la thématique de l'influence. Donc pour ça, nous allons vous présenter 3 wargames différents. Celui de Camille, InfoWar, qui traite de l'influence dans le domaine politique, particulièrement en contexte électoral. Le wargame de Cléa, qui traite de l'influence dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, exercée par les industries agroalimentaires. Et enfin, le wargame qu'on a co-conçu avec Amaury, qui traite de l'influence dans le contexte des Outre-mer, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Je passe le micro à Camille pour commencer. Bonjour, donc comme Théo l'a très bien dit, nous on a voulu traiter de l'influence dans le cadre électoral, pardon. Donc dans notre jeu InfoWar, 2 camps s'opposent, un pour prendre le pouvoir et être élu au présidentiel et l'autre pour être réélu. Le problème, c'est que la campagne est bouleversée par une grande campagne de désinformation et d'influence, de lutte informationnelle menée par le camp de la désinformation qui cherche à prendre le pouvoir. Et donc, le but est, pour les 2 camps, d'attaquer au mieux, de contre-attaquer, de se défendre et donc de mettre en place des stratégies pour faire face à cette manipulation de l'information. Donc, on a voulu modéliser et surtout mettre l'accent sur 3 enjeux qui nous paraissaient les plus importants. Donc, le premier enjeu, c'est la dialectique temps court, temps long, puisque les opposants peuvent à la fois répondre au coup par coup aux attaques et à la fois mettre en place des stratégies plutôt sur le temps long, donc pour être le plus fidèle à la réalité. On a voulu modéliser cet aspect-là. On a voulu aussi modéliser la réaction très difficile à prévoir de la société face aux actions d'influence et de contre-influence, puisque dans un contexte ou un autre, une même action peut être perçue de différentes façons. Donc c'est ce qu'on a cherché à montrer. Et enfin, on a voulu montrer l'asymétrie entre les opposants, puisqu'on sait qu'il est bien plus facile de mettre en place une campagne de désinformation plutôt que d'y répondre. Donc, pour modéliser cet aspect temps long, temps court, on a mis en place un calendrier électoral. Donc, le jeu commence 2 ans avant le jour J des élections et on débloque au fil du temps des cartes temps long qui représentent des aspects qui sont plus difficiles et plus longs à acquérir, comme par exemple une carte éducation, une carte histoire ou une carte institution. Ensuite, pour mettre donc en avant la réaction difficile à prévoir de la société, on a mis en place une jauge de polarisation qui permet de mesurer justement la perception de la société face aux actions. Donc après chaque action des opposants, ils vont devoir tirer un D6 qui va leur permettre soit donc de descendre sur la jauge pour le camp de l'attaque, donc en déstabilisant la société et en polarisant au maximum la société, ou bien pour le camp de la défense, grâce à ce G2D, ils vont pouvoir remonter sur la jauge de polarisation et donc rétablir un petit peu la stabilité de la société. Ensuite, donc pour mettre plutôt en avant l'asymétrie entre les opposants, on a cherché à survaloriser un petit peu les points des cartes attaques qui vont donc avoir plus de points d'impact sur le camp de la défense qui, lui, a des cartes qui sont un tout petit peu moins puissantes pour montrer justement cette difficulté à faire face et à répondre aux attaques informationnelles.
Enfin, on a voulu donc rester les plus fidèles possibles par rapport au réel. C'est pour ça notamment qu'on a mis en place le calendrier électoral qui suit les grandes étapes de la campagne. Sur ce calendrier électoral, on retrouve par exemple 2 débats télévisés qui permettent aux 2 camps de regagner des points d'influence. Et enfin, on a mis en place des cartes soutien qui tombent de façon aléatoire lorsque les joueurs tirent un dé 5 ou 6 et qui va leur rapporter des points supplémentaires. Donc on a le soutien de plusieurs acteurs comme des ONG, les influenceurs, des politiques, des stars internationales. Donc pour montrer justement des outils qui peuvent être un petit peu moins institutionnels mais qui ont pour autant une vraie importance auprès de la société. Donc voilà comment on a modélisé cet aspect politique. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Cléa qui va montrer comment elle a parlé de l'influence au sein du domaine agroalimentaire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, je vais introduire mon jeu aujourd'hui en parlant notamment de la proposition gouvernementale qui a été déposée le 20 février 2025 et qui ouvre la voie au retour de la vaisselle en plastique dans les cantines scolaires. C'est une décision qui est en contradiction totale avec la loi Egalim en 2018 qui, dès le 1er janvier 2025, devait bannir ces contenants de la restauration collective. Officiellement, il s'agit d'une mesure pragmatique face à des contraintes logistiques. Officieusement, en l'espace de quelques jours, 1500 commentaires ont inondé la consultation publique, dénonçant une capitulation du gouvernement au lobby, qui, je cite, selon certains commentaires, est un grand pas en arrière pour la santé de nos enfants et pour la préservation de notre environnement. Ce simple fait illustre un mécanisme aussi invisible qu'essentiel à comprendre, l'influence des industries sur la politique et nos modes de consommation. C'est précisément ce que j'ai cherché à modéliser à travers mon jeu Empire Agro-Influence. Donc, ce jeu Empire Agro-Influence est un jeu d'influence globalisé parce que le lobbying est souvent perçu comme une négociation directe entre industriels et politiques. En réalité, c'est un système d'influence complexe où chaque acteur, donc dans ce jeu entreprise, politicien et consommateur, tente d'imposer ses intérêts en jouant sur des ressources spécifiques. Les industriels, ils ont de l'argent, ils ont l'influence médiatique et ils ont le pouvoir de financer la recherche. Ils sont motivés par le profit, ce qui les rend vulnérables aux législations et à l'agissement des consommateurs. Les politiciens, eux, ils ont la légitimité démocratique. Ils ont la puissance législative et budgétaire. Ils cherchent à maintenir leur place au pouvoir, ce qui les rend vulnérables à l'opinion publique et aux pressions économiques. Les consommateurs, bien que désorganisés, peuvent recourir au boycott, aux actions collectives pour peser sur le débat public. Ils cherchent à préserver leur santé, mais également leur pouvoir d'achat, ce qui les rend vulnérables à une hausse des prix notamment. Et c'est ce triangle d'influence que j'ai voulu recréer dans ce jeu en lui donnant une mécanique originale en mélangeant un matrixième et un jeu de cartes. Donc, comment l'Empire Agro-Influence modélise ses stratégies d'influence ? D'abord, c'est un jeu où il faut influencer, mentir et négocier pour gagner. Il repose sur des interactions sociales où chaque action nécessite de convaincre, de tromper ou d'influencer les autres joueurs. La majorité des cartes ne se jouent pas seules. Pour produire un effet, plusieurs cartes de différents joueurs doivent être jouées simultanément entre elles, ce qui force les joueurs à négocier ou à mentir pour arriver à leur fin. Par exemple, à la réponse d'un événement particulièrement troublant, les consommateurs peuvent intenter une action en justice afin d'attendre de la part des politiciens une réforme législative en leur faveur. Mais peut-être que ces politiciens, à ce moment-là, seront en manque de ressources et seront intéressés par un financement des industriels en échange d'une réforme législative en leur faveur. Et donc, comment vont-ils agir ? Ce système, il reproduit les alliances temporaires et la trahison stratégique qui sont au cœur des jeux d'influence réels. Chacun peut influencer les autres, mais le pouvoir politique reste central parce que c'est lui qui arbitre la majorité des décisions législatives. Ensuite, dans ce jeu, le politique peut être vu comme un arbitre opportuniste, mais jusqu'à un point de non-retour. C'est-à-dire que les politiques disposent au départ d'une grande flexibilité. Ils peuvent osciller entre le soutien des industriels et celui des consommateurs en fonction des circonstances. C'est exactement ce qu'on observe d'ailleurs dans la réalité. Mais attention, à un moment donné, certaines décisions sont irréversibles. Donc dans mon jeu, certaines cartes, une fois jouées, scellent la continuité de la suite de la partie. Et ces cartes-là, on peut les connaître par la présence de ce cadenas. Donc, par exemple, obliger la fermeture d'une usine non conforme aux règles de bien-être des animaux va empêcher par la suite les politiciens de soutenir l'embauche dans l'industrie agroalimentaire. Donc, à un certain moment, il faut faire des choix.
Ensuite, on a voulu représenter aussi le financement des politiques, parce que dans ce jeu, les industriels peuvent financer directement les politiciens, leur offrant des avantages stratégiques, mais au prix de leur intégrité, parce que cet apport se fait en échange d'une action directe en leur faveur, et donc indirectement en défaveur des consommateurs. Et encore ici, c'est une réalité qui est documentée de sénateurs ou parlementaires qui ont reçu des financements de la part de géants de l'industrie agroalimentaire en échange de l'opposition sur des réglementations plus strictes, par exemple sur la sécurité alimentaire. Ensuite, j'ai intégré dans ce jeu, j'ai voulu représenter la désinformation et la gestion de la perception. En effet, une des mécaniques présentes dans ce jeu, c'est les cartes Mute News. C'est une carte qui permet aux industriels et aux politiciens de faire disparaître une carte événement qui est contre leur intérêt et qui va être remplacée par une autre carte. Ce qui symbolise en fait un détournement de l'attention publique qui a été noyé dans l'afflux d'autres informations. Ici aussi, c'est loin d'être une fiction. On peut voir que certains géants de l'industrie agroalimentaire réalisent cette carte Mute News dans la vraie vie à travers des financements d'études biaisées, de campagnes médiatiques mensongères ou encore via l'astroturfing, qui est le financement de groupes de consommateurs. Ensuite, j'ai aussi également voulu représenter l'influence sur le long terme, parce qu'un joueur qui tombe à 0 point d'influence ne perd pas immédiatement, mais chaque point supplémentaire perdu correspond à l'imputation définitive du nombre de ses cartes en main. Ces options d'action se réduisent, ce qui simule une perte de crédibilité et une perte de pouvoir progressif. Dans la réalité, une entreprise ou un politicien discrédité ne disparaît pas de suite, et il met des années à regagner son influence, ce qu'on a pu voir notamment dans l'industrie du sucre, notamment autour du soda, qui longtemps a effectué du lobbying pour empêcher la réglementation, mais finalement en 2024, de nombreux pays ont imposé des restrictions et notamment à reformuler certains sodas pour limiter en fait cet apport de sucre. Donc dans mon jeu, cette dynamique, elle est intégrée, l'influence ne s'effondre pas immédiatement, mais elle s'effrite lentement jusqu'à avoir des effets notables sur les moyens d'action. Et donc en conclusion, si on veut faire un retour d'expérience sur ce jeu, les joueurs peuvent discuter des stratégies employées et des décisions prises. Donc est-ce qu'ils ont réussi à influencer les autres joueurs, à les manipuler, et quelles ont été les conséquences de ces actions. Également, ils peuvent réfléchir sur les thèmes du jeu. Donc est-ce que le jeu a permis de mieux comprendre les mécanismes de lobbying, de désinformation et d'influence dans la vie réelle, et quels parallèles ils peuvent faire ça dans la vie. Et enfin, l'impact personnel et social. Et donc, est-ce que cette expérience a changé leur perception des narratifs publics et de la dynamique des médias, entre médias et politiques. Donc, en effet, l'influence ne se décrète pas, elle se construit, elle se négocie et parfois elle s'effrite. Et donc, le jeu Empire Agro-Influence ne fait que mettre en lumière ces mécanismes invisibles qui façonnent nos politiques et nos choix de consommation. Mais si le jeu, lui, s'arrête, la partie dans la réalité continue. Donc, la question n'est pas seulement de savoir qui influence, mais aussi qui accepte d'être influencé, parce que l'influence est une arme et tout comme toute arme, elle se manie stratégiquement. Donc, comprendre ces stratégies, c'est anticiper les rapports de pouvoir, les alliances et la manipulation qui façonnent nos sociétés. Je vais laisser la parole maintenant à Amaury qui va vous présenter également son jeu Mana Rua, avec Théo bien évidemment. Merci beaucoup. Effectivement, donc c'est un jeu qu'on a développé cette année depuis septembre avec Théo. Donc de notre côté, nous sommes partis sur un jeu qui est dit analytique et matrix game. Analytique puisque c'est un jeu qui invite les joueurs à réfléchir sur un concept, une notion. Donc ici, nous, on a interrogé la distinction entre influence et ingérence. L'enjeu, c'est de faire réfléchir les joueurs à la limite à poser, jusqu'à quel degré on peut accepter des actions ou non de la part d'une puissance tierce. Et c'est également un matrix game puisqu'il laisse de la liberté aux joueurs qui vont pouvoir décrire leurs actions, discuter, et justement l'objectif du jeu, c'est de provoquer de la discussion. Le deuxième objectif du jeu, en fait, c'est de sensibiliser à l'importance des Outre-mer et l'influence contre les Outre-mer, en s'inspirant notamment des cas français. Mais nous avons décidé de représenter une île fictive pour plus de simplicité. Et ce jeu se traduit concrètement par un vote sur l'indépendance du territoire qui arrive à la fin du tour 3. C'est un jeu qui se joue en moins d'une heure. Chaque tour de jeu, les deux joueurs, les représentant chacun un État, donc l'État possédant le territoire ou l'État tentant de l'influencer, un État tierce tentant de l'influencer, vont pouvoir utiliser des actions. Merci.
Donc les actions qui sont représentées ici. Comme vous le voyez, donc le tableau est justement assez sobre pour pouvoir laisser laisser aux joueurs le plus de liberté possible dans la description de leurs actions. On les a quand même un petit peu guidés dans les typologies informationnelles, culturelles, économiques, politiques et démonstrations de force pour les guider. Et à côté, vous voyez donc le nombre de ressources nécessaires, le minimum et le maximum pour chaque type d'action. Ces types d'actions sont cumulables. Une fois que la typologie, le nombre de ressources a été décidé, le joueur va décrire son action. Il va également décrire le niveau de risque de choquer l'opinion publique. Puisqu'en effet, donc, des actions d'influence, de communication, par exemple, tout à fait légitimes, ne vont pas choquer, ou par exemple dans le domaine culturel, une exposition, une présentation. Par contre, une action militaire, notamment sur un territoire d'outre-mer français, a beaucoup plus de choquer, et donc un effet multiplicateur sur la réception dans l'opinion beaucoup plus fort. Cette réception dans l'opinion est matérialisée par le dé, avec une nuance de 6, donc on prend un dé de 6, par souci de simplicité et d'ergonomie. Mais lorsque l'attaquant fait une action d'influence, le défenseur, donc l'État défenseur possesseur du territoire, peut décider de dénoncer une ingérence. Et c'est ici qu'on rentre dans une nouvelle logique du jeu qui est l'escalade dans la lutte informationnelle, puisque les deux joueurs doivent argumenter auprès d'un arbitre qui est incarné par un troisième joueur, en quoi l'action est selon eux de l'influence ou de l'ingérence. C'est la dimension matrice d'âme dont je parlais pour pouvoir discuter du concept d'influence et d'ingérence. L'arbitre prend la décision, il est vraiment nécessaire pour objectiver la décision des joueurs et à un moment donné mettre fin aux discussions. Si l'ingérence est reçue par la dénonciation d'ingérence est reçue par l'arbitre, alors une logique d'escalade s'installe puisque chaque joueur peut rajouter des points d'action, peuvent remettre des ressources pour augmenter leurs chances de réussir leur action. Et ça se matérialise en fait par une pondération au G2D. Par contre, si l'action de l'attaquant sur le défenseur n'est pas considérée comme de l'ingérence, on tombe alors sur ce tableau. Donc, comme je l'ai présenté avec le niveau de réception dans l'opinion publique, qui est dû au hasard, parce que c'est l'une des grandes spécificités du sujet, c'est la difficulté à représenter, à savoir comment une action d'influence est reçue par l'opinion publique, avec le niveau de l'effet multiplicateur, qui est en fait le risque de choquer l'opinion publique ou non. Et une troisième variable, en fait, est le pourcentage des points d'action, donc des ressources, puisqu'en effet, plus une action a de ressources engagées, plus elle a de chances de toucher un minimum de personnes, même si elle échoue ou qu'elle a un succès, par exemple, que partiel. Donc avec ce jeu, on a voulu vraiment s'intéresser à la thématique grandissante de l'Indo-Pacifique et on est très content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui avec Théo. Et donc vous pourrez le tester derrière si vous êtes intéressé avec les autres jeux, bien évidemment. Merci. Ça me permet de préciser en conclusion que les 3 wargames sont testables et jouables si vous voulez en conclusion. Je ferme la parenthèse publicitaire. Donc comme vous avez pu le constater, on a essayé de couvrir différents aspects et domaines de l'influence dans lesquels l'influence s'exerce. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour y répondre avec plaisir. Bonjour, capitaine Ivo Frey de l'IRSEM. Je voulais vous poser une question. Merci déjà pour la présentation et pour l'exposé de toutes ces mécaniques auxquelles vous avez pensé. Et quand on crée un jeu, généralement, on se demande un peu qui va jouer. Et c'est une question vraiment pour tous les 4. Et je me demandais comment est-ce que vous aviez conçu ça, quand vous avez imaginé ces règles-là, qui vous pensez va jouer à ce jeu, combien de joueurs il faut, etc. Comment est-ce que vous avez finalement travaillé avec cette contrainte-là de l'identité de vos futurs joueurs? Merci. Je remercie pour votre question. Je vais commencer à y répondre. Donc, dans le projet, nous sommes une dizaine. Nous sommes que 4 aujourd'hui, nous sommes une dizaine. Et donc, on a construit plusieurs wargames, pas seulement les 3. Et effectivement, on s'adresse à des publics différents. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, certains ont décidé de faire des wargames plus pour des publics, pour le grand public, avec des enjeux de sensibilisation. Par exemple, avec Amaury, on a choisi le parti pris de faire un wargame effectivement plus pour des professionnels, puisqu'il faut déjà avoir par exemple des idées d'action ou connaître un peu déjà le domaine. Donc ça s'est matérialisé par exemple pour nous le fait de laisser une grande liberté aux joueurs. Le fait que notre typologie d'action possible est assez vague. On a juste 5 catégories, il n'y a pas de... Ça par exemple c'est un parti pris qu'on a fait. D'autres par exemple joueurs ont décidé justement dans une logique de sensibilisation de mettre des règles plus rigides avec des cartes. Comme ça, il y a des actions précises. Donc, certes, ça laisse moins de liberté. C'est pas la même expérience, forcément. Du coup, forcément, sensibiliser,
amener, prendre par la main un public et le faire découvrir. Nous, notre logique, c'était plus de laisser de la liberté pour faire vivre une expérience, faire réfléchir vraiment la personne, le joueur, les personnes qui jouent, y compris l'arbitre qui lui-même, après, a un retour d'expérience sur ce qu'il a décidé de faire ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez répondre quelque chose, si vous voulez rajouter quelque chose. Je vous en prie. Bonjour, Bonjour vous. je suis François-Xavier Chompré, je suis chef d'entreprise. Très intéressant votre présentation, merci. Bon, quand on fait du wargaming, l'intérêt c'est de créer des règles qui globalement modélisent plus ou moins bien la réalité et qui nous permet de faire donc du prévisionnel. En l'occurrence, comment faites-vous pour tester vos règles à l'aune de la réalité? Et en fait, en sous-jacent, moi j'aimerais savoir si, en testant vos règles de jeu, est-ce qu'on pourrait resimuler ce qui s'est passé en Roumanie? Alors, de ce qu'on nous a appris justement par rapport aux wargames, on nous a dit que les wargames, ce n'étaient pas des simulations. C'est-à-dire que ça sert à vivre une expérience, mais ce n'est pas une simulation informatique qui va donner un résultat. Par exemple, la plupart des jeux, c'est justement c'est l'intérêt de la rejouabilité. C'est que si on le rejoue 100 fois, on aura par exemple 100 expériences différentes, 100 conclusions différentes. Alors après, par rapport à la Roumanie, à ce qui s'est passé en Roumanie, là je pense que c'est plus du coup le domaine de Camille par rapport au contexte électoral. Si tu veux du coup peut-être y répondre. Du coup, nous, on a travaillé, je ne sais pas si vous étiez au début de la présentation, mais sur un jeu qui modélise justement ces logiques d'influence et de contre-influence au cours d'une campagne électorale. Et donc, c'est vrai qu'évidemment, ce qui s'est passé en Roumanie a été forcément pour nous une source d'inspiration. Et du coup, est-ce que ça pourrait nous permettre dans le futur d'éviter qu'une situation comme ça se reproduise? C'est évidemment tout l'idée, donc c'est pour ça qu'on pousse aussi, donc c'est le jeu Infowar, on pousse les joueurs vraiment à réfléchir, verbaliser leurs actions pour justement chercher, il y a deux camps donc, qui s'opposent, un qui attaque et l'autre qui contre-attaque, et donc l'accent est vraiment mis sur le camp de la défense pour qu'il... du coup, ils puissent faire face le plus efficacement possible justement à ces attaques pour ne pas retomber dans des logiques justement d'ingérence, d'influence dans le cadre électoral, notamment par une puissance étrangère. Si vous voulez, je rajouterais aussi que le fait justement qu'il y ait une multitude de scénarios possibles, parce que chaque partie est différente, ça fait que par exemple le cas de la Roumanie pourrait se produire de la manière que par exemple le jeu qu'on a co-conçu avec Amaury sur Manarroa, il pourrait y avoir des scénarios où par exemple l'île devient dépendante, d'autres fois non. Enfin du coup des choses de la vie réelle peuvent se voir dans des jeux, ça peut dépasser la réalité, ça peut anticiper même, on peut avoir des wargames qui vont anticiper des choses qui vont se passer par la suite. Donc c'est la beauté, on va dire, de la vie, de l'imprévisibilité. Je sais pas si ça répond à votre question. C'était poétique. J'ai d'autres questions. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.